بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمتي بالعربية، خصيت عليك نتكلم بالعربية. دونك أولا شكرا جزيلا على الشرف اللي عطيتوه لي بهذه الاستضافة، وثانيا هذه عادة دابا الحمد لله سنوات، هذه السنة الرابعة اللي الجمعية ديال أطباء الأطفال الجديدة كتقدم هذا المؤتمر اللي كيكون دائما غني جدا بتنوع المداخلات وتنوع المواضيع اللي عموما كتكون في الصميم، لأنها كتخص مواضيع كتكون مهمة بالنسبة لجميع الحاضرين في جميع الاختصاصات ديالهم. وبالتالي فما في شك أن هذا المؤتمر الرابع للجمعية غادي يكون إن شاء الله أيضا غني، وغادي يكون غني بالمداخلات أيضا للحضور اللي كيكون دائما المشاركة ديالو جد فعالة وجد مهمة. وكنجدد الشكر ديالكم لهذا الشرف ديال لا بريزيدونس ديال هذا المؤتمر، وبالتالي بصدر رحب دائما تنكون منكم. وكيف قلت لكم قبيله حنا كنحسبوا راسنا دابا من الجديده. شكرا جزيلا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنقدم لكم الاستاذه سناء ابو رزاق، استاذه في كليه الطب في فاس. هي استاذه طب الاطفال متخصصه في علم الغدد. هي استاذه متخصصه في طب الاطفال ومتخصصه في علم الغدد والسكري عند الاطفال. هي رئيسه ديبارتمون مير انفون شعبة الأم والطفل. ميرسي. شعبة الأم والطفل بمستشفى الحسن الثاني بفاس. كنفرحوا بزاف لأن جات معنا من فاس، يعني قطعت الطريق طويلة عاد باش وصلت عندنا، وتنرحبوا بها. المحاضرات ديالها تيكونوا في أعلى مستوى والله يوفق الجميع. fait objet d'une nomenclature qui est très, enfin je dirais pas très récente, mais récente, depuis 2010. Alors les particularités, comme j'ai dit chez l'enfant, c'est que c'est très complexe, d'accord,
et que les voies de signalisation moléculaire ils sont également plus complexes. Ça touche les cellules et les hormones. La différenciation du sexe spécifique à l'être humain, elle est bien démontrée, avec une organogénèse particulière et des fonctions endocrines qui sont différenciées. Donc, c'est un phénomène également, à côté de sa complexité, il est très fragile. Il est très fragile. Son altération ou toute malformation, elle peut aller de la simple malformation, qui peut être le simple hypostade, à la malformation génitale complexe, au sexe incertain à la naissance. Donc, comme j'ai défini, c'est l'ensemble de pathologies congénitales dans lesquelles le développement du sexe chromosomique, gonadique et anatomique va être atypique et disharmonieux, ce qui va aboutir à une discordance phénotypique et génotypique du sexe gonadal. D'où vient l'importance de ce sujet? Parce qu'on va aborder aussi une médecine d'urgence. Donc ça peut être une urgence diagnostique, une urgence thérapeutique, surtout quand on va parler de la forme avec hyperplasie congénitale des surrénales chez le nouveau-né, une urgence donc, pour traiter, une urgence psychologique et sociale, touchant l'émotion parentale et le sexe de l'enfant. Le pronostic de la vie sexuelle et de la fertilité va être également entamé avec un risque cancérigène, avec un grand point d'interrogation concernant la vie d'adulte. Alors, comme je vous ai dit, je vais m'attarder un petit peu à ce qui est normal, pour comprendre d'après ce qui est anormal. Alors, 4 étapes sont essentielles, et on va les voir au fur et à mesure. On va les apprendre au fur et à mesure de cet exposé. La première étape, c'est l'établissement du sexe génétique après la fécondation. La fécondation, c'est quand le spermatozoïde va rencontrer l'ovocyte pour aboutir à ce qu'on appelle l'embryon. Après, la mise en place du sexe gonadique. C'est la détermination génétique et c'est la différenciation de la gonade bipotentielle. Donc, elle va avoir un double potentiel pour aboutir après soit à un ovaire ou un testicule. Et c'est la mise en place du sexe des organes génitaux internes. La troisième étape, excusez-moi, c'est la production hormonale. C'est quand cette gonade bipotentielle, elle va produire des hormones. Et quand on va parler de production hormonale, on va parler du testicule, parce que l'ovaire, il ne va rien sécréter à cette période-là, pour aboutir à une virilisation du fœtus masculin. Quand je parle de virilisation, c'est-à-dire un aspect masculinisé. La quatrième étape, c'est le développement du sexe phénotypique, ce qui est à l'extérieur, ce qu'on voit comme organes génitaux externes. Alors ici, c'est la testostérone et la dihydrotestostérone qui vont agir sur les récepteurs périphériques aux androgènes. Alors, on a parlé de sexe chromosomique, d'accord, d'après la première différenciation gonadique. Après, c'est le sexe gonadique, c'est la gonade bipotentielle. Et le sexe phénotypique, on peut également parler du sexe civil, sexe cérébral et sexe social. C'est un schéma qui vous paraît un petit peu complexe, mais on y voit les différentes étapes que parcourt un fœtus ou un embryon depuis la fécondation jusqu'à la naissance. Ici, les premières semaines gestationnelles. Donc, on a au départ une gonade indifférenciée. C'est la gonade bipotentielle. Et ici, vous imaginez, vous voyez avec moi qu'il y a un double tractus, wolffien et müllérien. Wolffien et müllérien. Quand on parle de Müller, ça concerne la fille, et wolffien, c'est le garçon. Ce n'est qu'après, vers la 6e, 7e semaine, où le testicule commence à fabriquer ou à être exprimé sous l'effet de gènes. Alors, ces gènes-là, ils peuvent être en noir ici, un effet de surexpression, ou bien des gènes en rouge ici, c'est l'effet de sous-expression. D'accord ? Pour aboutir à un testicule chez le garçon, qui va sécréter 2 hormones essentielles qu'on va voir au fur et à mesure, c'est la testostérone et l'hormone antimullérienne. Cette hormone antimullérienne, c'est elle qui va entraîner la régression des canaux de Muller, et la testostérone qui va se transformer en dihydrotestostérone pour aboutir ou pour former les organes génitaux externes. Alors, quand on va parler d'ovaire, pour la formation de l'ovaire, la constitution ou la différenciation de l'ovaire, elle va tarder un petit peu dans le temps. Il n'y a ni AMH, ni testostérone, ni androgène. D'accord ? Ce qui va laisser les organes mullériens aboutir à ce qu'on appelle les organes génitaux internes, utérus et ovaires, etc. et les organes génitaux externes par la suite. C'est un timing, ces étapes, ces différentes étapes, elles aboutissent à un timing qui est vraiment très précis. On a, comme j'ai dit, la gonade bipotentielle, le testicule, un peu plus tard l'ovaire, et la production hormonale au fur et à mesure d'après les séances de gestation. Donc, on a un sexe génétique au départ, j'appuie toujours sur le mauvais, excusez-moi,
Le sexe génétique, suite à la fécondation, un embryon 46XY pour le garçon ou un embryon 46XX pour la fille. Donc, comme j'ai dit, c'est la stade de la gonade indifférenciée. Ce n'est qu'après 7 semaines chez le garçon où le testicule commence à devenir de plus en plus mature et un peu plus tardivement, 9 semaines, que l'ovaire commence à devenir de plus en plus mature. Le sexe phénotypique n'est établi qu'après la production hormonale. Je le répète, la production de testostérone et de cholestérol, les fameux, ce qu'on appelle l'aldostérone, le cortisol et bien sûr les androgènes. C'est une voie aussi de sécrétion à ce niveau-là. On va en parler après. Et la différenciation des organes génitaux internes, comme je vous l'ai dit, ici c'est les canaux de Muller en bleu et les canaux de Wolff en bleu et les canaux de Muller en rouge, en rose. La différenciation en fonction de la présence ou non d'hormones antimullériennes va entraîner un fœtus féminin ou masculin. Et par la suite, le développement du sexe phénotypique, c'est-à-dire chez une fille, l'absence d'hormones va aboutir à ce qu'on appelle le clitoris, les petites lèvres et les grandes lèvres. Et chez le garçon, la présence de testostérone via la dihydrotestostérone à travers une enzyme très spéciale qu'on va appeler la 5-alpha réductase au niveau des récepteurs de l'androgène pour aboutir à des organes typiquement masculins. Alors, le développement sexuel, pour résumer, c'est l'établissement du sexe chromosomique, le sexe gonadique, testicule, ovaire, la production d'hormones et le développement du sexe phénotypique. Donc, toute anomalie, normalement, on a un fœtus 46XX, 46XY en fonction. Chez le garçon, ça aboutit à ça. Chez la fille, ça aboutit à ça. Et toute anomalie, tout dysfonctionnement à une de ces étapes va entraîner une anomalie de la différenciation sexuelle. Alors, le consensus de management des anomalies de la différenciation sexuelle, un groupe d'experts, le groupe d'experts de la Société européenne d'endocrinologie pédiatrique et de Joulowson Wilkins, il a été réuni en 2006 pour changer un petit peu cette nomenclature. Alors, avant, il y avait une certaine nomenclature qui laissait encore les choses plus ambiguës. On parlait d'intersexe, pseudo-hermaphrodisme féminin, l'hermaphrodisme vrai. Et voilà les différentes nomenclatures qui ont été proposées depuis cette date-là. On parle de disorder of sexual development, anomalie de développement sexuel. On peut le traduire comme on veut en français, mais on parle plus d'ambiguïté sexuelle. On ne laisse plus les choses en plus ambiguës plus qu'elles ne le sont. Donc voilà cette nomination en français, voilà, donc DDS ou ADS quand vous voulez. Alors, ce qui touchait les 46XY, on va appeler les 46XY des SD, les filles 46XX des SD, les vrais hermaphrodismes, on va les appeler les homotestistes, et les réversions sexuelles, on va les appeler comme ça, et les dysgénésies gonadiques, qu'elles soient complètes ou partielles. Et cette classification, cette nomenclature, elle a fait suivre une certaine classification pour mieux comprendre encore ces anomalies de la différenciation. On va parler des anomalies qui touchent les chromosomes, d'accord, une anomalie qui touche les 46XY et une anomalie qui touche les 46XX. Voilà, en français, ça donne encore ça. Donc, les différents chromosomes, on a le Klinefelter. Donc, chaque fois qu'on a une anomalie de l'X ou de l'Y, ou l'association des deux, des trois, on peut avoir un Klinefelter, un Turner, une dysgénésie gonadique mixte, ou bien un chimère. Les anomalies de développement concernant les 46XY, on peut les subdiviser en deux parties essentielles. Soit celle qui touche la gonade, on va parler de dysgénésie gonadique, ou bien une anomalie de synthèse ou de l'action des androgènes. D'accord ? Tout ce qui est féminin, on va parler des dysgénésies là aussi. Et ici, on va parler d'un excès d'androgènes. Donc, chez le garçon, on va parler d'un défaut de sécrétion ou d'action des androgènes. Et chez la fille, on va parler d'un excès d'androgènes qui peut être d'origine maternelle, fœtale ou autre. Alors, on va commencer par les anomalies chromosomiques. Donc, je rappelle toujours ce fameux schéma. Donc, on va être très haut situé. Donc, c'est la gonade, c'est la formation de la gonade bipotentielle à travers l'établissement d'un sexe chromosomique. Donc c'est là où ces anomalies elles vont être touchées. Donc toute anomalie, elle va donner des anomalies sexuelles chromosomiques. Donc on peut avoir, comme je vous ai dit, une association des X et des Y de façon anarchique. Donc c'est ça ce qu'on appelle les dysgénésies gonadiques mixtes. Là, donc les gonades, elles seront automatiquement altérées et dysgénétiques parce qu'on n'est même pas parvenu à l'étape de production hormonale ou à des réceptions hormonales.
Donc voilà l'aspect des dysgénésies gonadiques mixtes. Par exemple ici, une association 46XY avec 45X. Ici, vous avez, comme vous voyez, je ne sais pas si vous voyez derrière, une asymétrie des gonades. Alors, quel type de gonade ici apprécié? Est-ce que c'est un ovaire? Est-ce que c'est un testicule? C'est une stricte gonade, c'est-à-dire une gonade qui n'a pas d'aspect. Et on doit évaluer bien sûr la sécrétion de testostérone et d'AMH qui sont souvent basses parce qu'on est intervenu à un niveau qui est très haut. Donc automatiquement, toute production d'hormones, elle va être altérée. Ici, le risque de gonadoblastome et de cancer in situ, il doit être discuté. Donc ici, on va toucher un thème ou là, une réflexion qui est très intéressante dans le futur de ces enfants. Passons maintenant à tout ce qui est XY. Alors croyez-moi, les XY, les 46XY sont beaucoup plus compliqués que les XX. D'accord ? Et là aussi, toutes les étapes qu'on a vues, ici on a vu les anomalies sexuelles chromosomiques, on les a vues maintenant à un niveau un peu plus bas. C'est la deuxième étape. D'accord ? C'est la détermination gonadique. Donc ça va toucher ces gènes-là. Pour toucher par la suite, donc, ça peut donner ces morphotypes-là. Donc regardez un phénotype qui est complètement féminisé. Regardez, tout ça c'est les 46XY. Ici, une persistance des canaux mullériens. Donc cet enfant-là, il a un utérus. Donc c'est ce qu'on appelle une dysgénésie gonadique. Donc automatiquement, si on touche là, automatiquement là aussi, le dosage de la MH et de la testostérone, ils seront très bas. Voilà, ils sont bas. Et on peut avoir parfois des dérivés qui sont mullériens. Donc imaginez un 46XY qui a un utérus. Donc ça ne peut qu'être expliqué par une anomalie qui est haut située. Alors cette sécrétion par la suite hormonale, elle va être touchée. Et là, on peut avoir toutes les autres anomalies qui peuvent toucher la surrénale avec ses différentes couches glomérulées, réticulées, fasciculées, et toucher à différents niveaux ces différentes enzymes et aboutir à un défaut de virilisation ou un syndrome de perte de sel si jamais aussi les minéralocorticoïdes y sont touchés. Alors, comme on a dit, on ne fait que reprendre ici. Ici, c'est les différents aspects avec ces altérations-là. Alors, on a vu les dysgénésies. Maintenant, on va voir quelles sont les anomalies qui peuvent toucher la synthèse des androgènes. La synthèse des androgènes, c'est-à-dire la testostérone, si elle est touchée. Donc, ça peut donner plus ou moins un syndrome de perte de sel si jamais les déficits enzymatiques il est situé. Et automatiquement, ici, la testostérone, elle sera très basse. Mais l'autre volet, il sera normal. C'est-à-dire l'hormone antimullérienne, elle sera normale. Alors, par la suite, on aura, soit vous avez à ce niveau-là, comme je dis, la diminution de la biosynthèse, ou votre testicule, il sécrète bien ces hormones, mais vous avez une résistance ou une insensibilité aux androgènes. Donc, ça peut être touché à ce niveau-là. Donc, c'est des choses qui vont venir de façon succincte et de façon progressive dans les étapes. Donc ici, votre testicule, il sécrète bien ces hormones, mais au niveau périphérique, ça n'agit pas. C'est ce qu'on appelle l'insensibilité aux androgènes. D'accord ? Donc c'est un aspect, parfois quand l'aspect, il est une sensibilité quand elle est complète, on a un aspect qui est complètement féminisé. D'accord ? Et ça peut toucher là, quand vous avez la transformation de la testostérone à la dihydrotestostérone à travers l'enzyme dont je t'ai parlé tout à l'heure, la 5-alpha-réductase, les enfants là peuvent avoir une mutation à ce niveau-là et on aura un déficit en 5-alpha-réductase qui va donner un aspect hypovirilisé. Ici, la testo elle sera normale, mais la dihydrotestostérone elle sera très basse. Donc tout ça va créer un rétrocontrôle avec une testo et une AMH qui est très élevée dans le cas de l'hypersensibilité ou de sensibilité aux androgènes. On va passer aux anomalies 46X. D'accord ? Excusez-moi, c'est un petit peu compliqué, mais j'essaie de partir d'étape en étape. Alors, les 46XX, on a deux choses. Soit on a l'excès d'androgène, qui va aboutir à une virilisation chez la fille, ou bien une anomalie gonadique, dysgénésie gonadique, encore plus complexe. D'accord ? On va parler d'abord des anomalies dysgénétiques. Donc, ça va toucher toujours la gonade bipotentielle. Après la gonade bipotentielle, c'est cet ovaire-là. Donc, quand il sera touché, on aura une anomalie au niveau là. Donc, c'est des filles 46XX, mais qui ont un aspect qui est parfois difficile à déterminer. Donc, on va parler de dysgénésie gonadique. Ça peut prêter également confusion à une dysgénésie testiculaire. Et quand vous avez l'autre volet, c'est-à-dire une augmentation de la production d'androgènes, ces androgènes-là vont entraîner, qu'ils soient d'origine fœtale, placentaire ou maternelle ou surrénalien, vont entraîner une augmentation de la virilisation chez la fille et toujours, je reviens toujours à ce schéma-là, à travers des voies internes, donc la virilisation à travers la transformation en testostérone et en dihydrotestostérone, soit des dérivés oestrogéniques, soit carrément des dérivés ici-là, en fonction de votre bloc enzymatique.
Ici, c'est l'exemple de la déficit en vanille hydroxylase. Vous avez, si la forme en perte de sel elle est très importante, donc automatiquement vous aurez votre cortisol qui sera très bas, vous aurez votre aldostérone qui sera très bas, augmentation de la rénine, augmentation, donc tout est shifté. Vous avez le bloc à ce niveau-là, tout sera shifté vers les androgènes, vers la testostérone, et avec une voie alterne de production de la dihydrotestostérone, et ça va aboutir à la virilisation. J'espère que j'ai passé cette période, cette étape de physiologie et de physiopathologie, que ça a été clair. Maintenant, en situation pratique, quand est-ce que je vais évoquer une anomalie de développement sexuel chez un nouveau-né? Je reçois dans mon cabinet un bébé suspect quand un nourrisson me parvient avec une anomalie déjà claire. C'est la sage-femme qui l'a repéré au moment de l'accouchement, c'est l'accouchement, et vous appelle, elle essaie d'appeler le pédiatre juste à côté pour lui dire que cet enfant, je n'arrive pas à assigner son sexe. Quand vous avez un enfant ou un nourrisson avec un aspect féminin, mais quelque chose vous traque, la tête vous tracasse, un gros clitoris, une fusion postérieure des grandes lèvres ou des masses carrément inguinales, faisant prêter à une hernie inguinale. Donc, toute hernie inguinale chez la petite fille doit faire craindre une anomalie de développement sexuel. D'un autre côté, vous avez un garçon, mais les deux testicules ne sont pas palpables. Donc c'est une situation qui est un peu fréquente, la créptorchidie, c'est-à-dire ils ne sont pas en situation physiologique, mais associé à ça, vous avez un micropénis, vous avez une petite verge. Donc ça, c'est trop de choses au hasard. Quand vous avez un hypospadia, c'est-à-dire un abouchement du méa urétral qui est en position hypospade, isolé, pénien, associé à une créptorchidie unilatérale. Donc ici, c'est des signes d'hypovirilisation. Ce garçon, il a un aspect incomplet de virilisation. Vous devez suspecter une anomalie de différenciation sexuelle. Quand vous avez là aussi une discordance entre l'aspect des organes génitaux et le karyotype en prénatal, si jamais vous avez eu l'occasion de pratiquer un karyotype en anténatal, la période anténatale, par amniosynthèse ou autre, et l'enfant que vous voyez devant vous, il ne ressemble pas ou ça ne colle pas avec votre karyotype. Quand vous avez une asymétrie des organes génitaux, ici on va parler de dysgénésie gonadique, je vous ai montré les photos tout à l'heure, on va parler de DST ovotesticulaire ou dysgénésie gonadique. Une ambiguïté sexuelle moins évidente dans le cas d'un hypospadias postérieur, plus ou moins créptorchidie, c'est des testicules un petit peu abaissables, créptorchidie bilatérale isolée. Là, on a le doute, mais on doit rassembler le maximum de critères anamnéstiques pour dire que c'est une vraie anomalie de différenciation sexuelle. Une hypertrophie clitoridienne, c'est des situations très délicates. Et quand vous avez un phénotype féminin avec une masse inguinale palpable, là aussi, attention, ça peut prêter confusion et une anomalie de différenciation sexuelle. Alors la présentation, ça dépend quand est-ce que vous avez reçu votre enfant. Est-ce que c'est un retard de consultation, on va en parler, ou bien un retard de diagnostic en période anténatale, néonatale, l'enfance, l'adolescence, ou bien carrément l'adulte. Alors ici, pour toucher un aspect de l'adulte, on peut consulter pour être stérile, en étant stérile, alors qu'on a tout simplement une anomalie de développement sexuel qui cache derrière toute une anomalie de production hormonale. En pratique, que faire? Que décider? C'est un garçon ou c'est une fille? Sur quoi je dois me baser? Quels sont les éléments de l'examen clinique sur lesquels et de l'interrogatoire je dois me baser pour un petit peu orienter? On sait tous que le plateau technique ou le plateau génétique ne suit pas toujours, ou même le plateau biochimique hormonal. Donc on doit saisir certains tuyaux pour diagnostiquer telle ou telle pathologie, au moins les plus graves et les plus urgentes d'entre elles. Alors, une histoire familiale de mort subite, c'est inexpliqué. Un syndrome de perte de sexe, c'est-à-dire une déshydratation dans un contexte un petit peu, une déshydratation chez un nourrisson, je ne sais pas, d'un nouveau-né de 20 jours, c'est pas quelque chose de classique, mais le professeur Valbarakat va vous confirmer ça. Un enfant que vous recevez avec en diarrhée, on va voir des cas cliniques. Sur quel argument pour dire que c'est une simple gastroentérite, une simple allergie aux protéines et les vaches, vous vérifiez votre ionogramme, vous trouvez une hyponatremie, une hypercalémie, ce n'est pas classique. Quand vous avez des antécédents familiaux de consanguinité, et Dieu sait, le pourcentage qu'on a au Maroc, environ les 30%, toutes les pathologies autosomiques récessives doivent être évoquées. Un contexte de stérilité dans la famille, là aussi, ça doit être étiqueté. Une exposition environnementale spécifique et des expositions professionnelles de la mère. On a incriminé des facteurs ou des perturbateurs endocriniens dans l'apparition ou dans la survenue de certaines anomalies de différenciation sexuelle, surtout l'hypospade chez le garçon. Donc c'est des études qui ont été faites, c'est des choses sur lesquelles on parle, mais toujours est-il que la confirmation, elle doit faire preuve avec le temps. La grossesse, est-ce que la maman elle a reçu un traitement pendant la grossesse?
grossesse, est-ce qu'il y a eu des médicaments, des expositions, une virilisation maternelle ressentie par la mère, surtout au cours du 3e trimestre. À la naissance, est-ce qu'une notion de prématurité, de retard de croissance intra-utérin, ça peut toucher les anomalies de développement sexuel 46XY? Est-ce qu'il y a eu des examens prénataux faits? Quels étaient les résultats? Que savent les parents? Qu'est-ce qu'on leur a dit? Tout ça, c'est des questions qu'il faut poser en présence d'une anomalie de développement sexuel. Donc, après l'interrogatoire, il faut bien examiner. Il faut prendre son temps d'examiner. D'accord? Parce que c'est important. Il faut décrire les bourrelets génitaux, il faut décrire le tubercule, le bourgeon génital, les orifices du sinus, les gonades s'ils sont palpés. Et essayer de reproduire au maximum des schémas à la main, des photos. Maintenant, avec les smartphones, il suffit d'avoir le consentement des parents avant de prendre et les mesures anthropométriques. On va parler étape par étape. Le bourgeon, c'est ce qu'on appelle, c'est le clitoris ou le pénis. Quand on a un terme qui est ambigu, bon, j'essaie d'éviter le maximum le mot ambigu, mais le bourgeon génital, ça stipule, soit c'est un clitoris, soit c'est un pénis. Soit les bourrelets génitaux, ça peut être des lèvres ou bourse avec scrotum, la présence de gonades et le sinus urogénital. Alors, étape par étape, le bourrelet génitaux, c'est ça. D'accord? Il faut apprécier leur aspect, texture. Alors ici, l'aspect du normal vers le plus féminisé. Donc, s'ils sont striés, s'ils sont bien plissés, un peu pigmentés, pas trop, hein, c'est un aspect normal par rapport à un aspect féminisé qu'on voyait du côté droit. Des bourrelets symétriques ou asymétriques, là aussi il faut chercher cette asymétrie, fusionner ou non, le degré de fusion, le périnée, la longueur anus, fourchette postérieure, la pigmentation, qui ne peut que être la traduction d'une hypersécrétion d'ACTH, souvent secondaire à un déficit en cortisol. Si, attention, les formes de percussion. Le bourgeon génital, l'aspect, est-ce qu'il est droit, est-ce qu'il est courbé, la consistance, le degré de virilisation, alors des stades de Prader, je vais vous le montrer après. Mesurer le corps, on va essayer de dégager un petit peu la verge, le pénis le maximum possible pour avoir la longueur exacte. On va parler bien sûr de micro-pénis quand on a une taille moins de 2,5 cm, apprécier la longueur, la largeur, la circonférence où on arrive à dégager le corps caverneux, la coudure, la situation de l'orifice urétral. Est-ce qu'il est en position apicale ou s'il est en position épispate ou hypospate. La taille. Voilà, on va parler de micropénis et d'hypertrophie clitoridienne. Alors ici, on a des échelles. Ici, toujours, c'est le consensus qui a été fait en 2006. Il a essayé d'apprécier un petit peu en fonction de l'âge gestationnel. Ici, c'est la population étudiée, parce que vous savez que la taille de la verge, elle dépend de l'ethnie, des populations, etc. Donc ici, c'est les études. Ici, c'est les moyennes. Et parfois même, on a les déviations, les moins de déviations standards pour dire au-dessous de telle valeur, c'est pathologique. Donc ici, la longueur, la largeur, que ce soit pour la fille ou pour le garçon. Les orifices, il faut les préciser, quitte à les schématiser, le nombre, la topographie, qui en a deux, c'est l'urètre et le vagin, un urètre, épispadias ou hypospadias. Ici, c'est la classification de Prader qui commence depuis 1 jusqu'à 5. 5, c'est le stade, c'est l'aspect masculinisé, et 1, c'est la simple hypertrophie ici du bourgeon génital, et vous avez des stades qui sont intermédiaires. Des scores de masculinisation ont été établis. Ici, c'est un score qui a été établi par un fameux expert, Faisal Ahmed, donc, qui a essayé d'établir ce score pour dire est-ce que ça atteint le degré de masculinisation suffisant chez le nourrisson, c'est le garçon. Donc, après les bourrelets, le bourgeon, le sinus, les gonades, il faut les palper. Hein. Il ne faut pas hésiter à tripoter ou tout doucement avec vos doigts, descendre de haut en bas pour essayer de dégager les gonades qui sont en position inguinale jusqu'à la position scrotale. Chercher la symétrie et voilà. Alors, si on a une gonade qui est palpée, donc déjà la première, l'une des premières réflexions qu'il faut avoir, si on a une gonade, si on arrive à palper une gonade, c'est a priori un testicule, a priori. D'accord? Donc, on va dire que cette anomalie de développement sexuel, elle est liée à un défaut de virilisation chez un nouveau-né. On va dire qu'il est karyotype 46XY, le plus probable. D'accord? Et si on n'a pas de gonade palpée, après un bon examen, on va dire que c'est probablement une fille 46XX virilisée. Le diagnostic ici d'hyperplasie congénitale et surrénale doit sortir de façon urgente. On va compléter notre examen local des organes génitaux par un examen général, chercher les autres signes qui peuvent nous orienter vers telle ou telle pathologie, un retard de croissance intra-utérin, dysmorphie dans le syndrome de Turner, des malformations associées, il faut les noter parce qu'il y a souvent des malformations qui sont associées, chercher les DSD dites syndromiques,
Chercher ou évaluer l'état d'hydratation, c'est très important parce que malheureusement les hyperplasies arrivent à un stade de déshydratation sévère. Chercher s'il y a une notion d'hypoglycémie à la période néonatale, la notion d'HTA, il ne faut pas hésiter à mesurer la tension artérielle chez ces enfants ou vos enfants qui ont une anomalie de développement sexuel, une hyperpigmentation, donc hyperplasie congénitale en rouge. La crise de sueur rénalienne, généralement, elle survient au-delà d'une semaine de vie, généralement vers J10, J15. Il faut chercher tout s'il y a à cet âge-là. S'il y a des anomalies de la ligne médiane, d'accord, un ictère prolongé, c'est un déficit en cortisol, des déficits hypophysaires associés, donc déficit thyroïdien, une déficience hypophysaire, et chercher une protéinurie dans le cadre du syndrome de Nistrach et Frazy. Ici, c'est les différents, je sais que vous n'allez pas voir, mais ici, pour vous dire, énumérer un petit peu les différents syndromes qui sont associés à une anomalie de développement sexuel. Ils sont tellement nombreux, d'accord? Donc, et tout ça, ça rentre dans un cadre syndromique. Il faut bien essayer d'étiqueter le maximum. Maintenant, vous avez fait votre interrogatoire, vous avez fait votre examen, 15 explorations. Hein, on sait tous qu'on est dans notre soi-disant en pratique hospitalière ou dans son cabinet. Il faut choisir l'examen le moins coûteux, le plus facile, quelque chose qui va vous donner une idée le plus rapidement possible. Et l'urgence ici, ça reste toujours en premier lieu, c'est l'hyperplasie congénitale surrénale. On est en droit de l'évoquer à chaque fois que vous avez une sanguinité, vous avez un syndrome de perte de sel, que vous voyez, un enfant déshydraté qui présente des vomissements, il n'est pas bien sur le plan hémodynamique. Un ionogramme qu'on peut faire en urgence, sinon on fait juste une natrémie, une kaliémie, d'accord, une natriurèse si possible, un dosage de 17 hydroxyprogestérone, on sait tous que dans le laboratoire il sous-traite, donc on ne va pas attendre le résultat du 17 OHP, donc ça va demander minimum 2 semaines. Les androgènes, testostérone, déta-4-androsténidione, là aussi c'est du luxe, hein. Si on a un aspect qui est virilisé, vous voyez qu'il n'y a pas de gonade, donc certainement votre fille ou votre bébé qui a une anomalie, il aura un taux d'androgène élevé. Et bien sûr, il faut traiter si vous avez le doute. Vous ne devez pas attendre trop, je dis bien, un ionogramme c'est en quelques minutes, hein. Vous ne devez pas trop attendre les résultats de tous ces bilans-là. Alors, systématiquement, comme j'ai dit, l'examen clinique, ionogramme 17 OHP, on le laissera pour après, en urgence. Et une chose aussi facile qu'on peut faire, et si on a un radiologue juste à côté, je sais que les organes génitaux internes sont un petit peu délicats, mais au moins on va chercher s'il y a présence d'un utérus et des ovaires, d'accord, des testicules en position inguinale. Ça peut aider dans votre orientation diagnostique. On peut faire là aussi un prélèvement karyotype. Vous êtes tous d'accord avec moi qu'en cas de karyotype, ça demandera minimum 3 semaines. Donc on peut le faire et attendre les résultats et redresser notre diagnostic. Alors, pourquoi notre diagnostic doit être aussi précis? Parce que beaucoup de choses vont dépendre de l'étiologie et le traitement va en dépendre également, va dépendre de l'aspect des organes génitaux internes et externes en fonction de leur compétence. Le meilleur signe, le meilleur sexe d'assignation quality, lequel il faut choisir, et bien sûr le pronostic de votre bébé. L'exploration hormonale à minima au départ, cytogénétique si on est dans un milieu de recherche, biologie moléculaire également, et une démarche diagnostique doit être établie le maximum possible pour aboutir à un diagnostic. Ici, les examens complémentaires, ici, c'est juste une liste pour vous dire qu'au premier jour, on peut se contenter d'un ionogramme, une glycémie, une natrémie, kaliémie, une échographie. Après les 2 jours, on peut faire un 17 OHP, un taux d'androgène, des hormones stimulariennes. Et c'est juste pour rappeler que l'interprétation des androgènes ou des gonadotrophines après la naissance, il varie avec le temps. Et on profite d'un moment qu'on appelle la mini-puberté. Donc c'est entre J15 et 6 semaines de vie. C'est un moment opportun pour mesurer vos hormones, vos androgènes chez le nourrisson. D'accord, chez le nouveau-né, parce qu'après, il y aura ce silence-là. Et quand vous recevez un enfant à cet âge-là, rien, pratiquement, je ne dirais pas tous les androgènes ou tous les agents hormonaux, mais une grande partie de ces hormones-là seront ininterprétables. C'est toujours cette mini-puberté. On va passer maintenant à un algorithme. C'est juste un algorithme qui est proposé par la Société française de pédiatrie pour dire, là aussi, on va essayer de simplifier un petit peu les choses. On ne va pas attendre un karyotype pour pouvoir faire notre démarche ou notre raisonnement. On va dire, est-ce qu'on a au moins, bien sûr, anomalie des organes, clinique karyotype 17 OHP, androgène, AMH, si possible. Au moins une gonade,
c'est probablement le gène SRY. Le SRY, c'est lui qui détermine la masculinisation chez le chromosome, chez le nourrisson, chez le bébé 46XY. S'il est positif, automatiquement c'est un garçon. Vous complétez votre karyotype, soit c'est dysgénésique, vous avez le mélange des deux, soit c'est un seul garçon, défaut de production des androgènes de testostérone, ou bien vous avez des androgènes qui sont élevés, donc automatiquement c'est probablement une insensibilité. Je vais revenir sur tout ça. Pour la fille, c'est négatif, le SRY il est négatif. On se focalise ici sur la 17-OHP. Toute fille sans gonade, tout bébé sans gonade, c'est la 17-OHP, c'est ça l'urgence. Cherchez s'il y a une hyperplasie congénitale des surrénales ou pas. Donc, DSD avec gonade non palpée, ici c'est généralement un 46XX. Faire, comme je dis, un ionogramme 17-OHP, syndrome de perte de sel, il faut demander, il faut faire l'interrogatoire, un karyotype si possible. 17-OHP élevé, normal. 17-OHP élevé, plus ou moins le syndrome de perte de sel, parce que le syndrome de perte de sel est défini quand vous avez un déficit global aldostérone, cortisol. D'accord. Alors, c'est l'hyperplasie congénitale des surrénales. Alors, on va doser ces différents marqueurs-là pour vous dire qu'il n'y a pas le déficit en hydroxylase qui est à seule forme. Certes, c'est la forme la plus fréquente, mais il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. C'est le déficit en 3 bêta, c'est le déficit en 11 bêta. Et l'anomalie des gènes stars, ici, l'anomalie des gènes stars ne va pas donner une liste. Quand vous avez une 17-OHP normale, ça peut être une hyperandrogénie. Ici, l'intérêt de l'interrogatoire, chercher l'hyperandrogénie maternelle, une tumeur maternelle, surrénaline ovarienne. Encore plus rare, un déficit en gène fort, c'est lui qui règle pas mal de niveaux au niveau de la surrénale. Et à la fin, ça peut être un syndrome malformatif ou une hypertrophie clitoridienne. Si syndrome, c'est encore plus rare. Chez le garçon, souvent, quand il y a deux gonades, ou une seule gonade qui soit visualisée, soit à l'examen clinique, soit à l'échographie, toujours chercher la perte de sel. C'est la première chose qu'il faut éliminer, déjà cliniquement. Donc, vous faites votre karyotype 546XY. Alors, quelle est l'anomalie ici qui survient? C'est le déficit en 3 bêta. Je vais y revenir sur le schéma. C'est un déficit un petit peu haut situé par rapport à la 21. Donc, automatiquement, ici, les organes ils seront hypovirilisés par rapport au 21 hydroxylase. Quand vous n'avez pas de syndrome de perte de sel et le 17-OHP normal, ici, c'est la production hormonale. C'est l'AMH et c'est la testo. La testo, il faut la mesurer à J1 au moment de la mini-puberté. Ou si vous voyez l'enfant plus tard, c'est les tests à l'HCG. C'est-à-dire vous injectez de l'HCG et vous voyez est-ce que l'enfant il va présenter une augmentation du taux de testostérone après J7. Ça dépendra de votre protocole. Donc, soit vous avez une testo basse, AMH basse, ici c'est une dysgénésie. C'est un problème haut situé puisque vous avez les deux qui sont atteints, la testo et l'AMH. Si vous avez une AMH normale ou élevée avec une testo élevée, votre testo elle est là, mais elle est inefficace, elle n'agit pas au niveau des récepteurs. Ici, on va parler d'une insensibilité aux androgènes. Ici, AMH normale élevée, une testo élevée. Quand vous avez une testo normale, mais le rapport testostérone sur dihydrotestostérone, il dépasse 12, ça veut dire que vous avez une anomalie de la 5-alpha-réductase. La 5-alpha-réductase qui permet la transformation de la testostérone en dihydrotestostérone pour agir au niveau périphérique. Et quand vous avez une AMH normale avec une testo qui est basse, vous savez parfois recours au test à l'ACTH, c'est une anomalie de biosynthèse des androgènes. Et bien sûr, si vous avez un karyotype en mosaïque ici, c'est une dysgénésie gonadique. Et je passe. Alors, je vais vous présenter un cas d'un enfant Ryan que vous avez certainement tous vécu dans l'ensemble ou dans son cadre général. C'est un nourrisson que vous admettez à J20 de vie. Il présente une déshydratation sévère à 15%. Les parents sont consanguins de premier degré. La grossesse mal suivie, malheureusement. Le poids de naissance estimé à la première semaine de vaccination ou à J7, 3,1 kg. La mère est âgée, elle est G4P4, mais on note le décès chez deux garçons âgés 30 et âgés 45 de vie, dans un contexte de déshydratation mal élucidée. Ryan présente des vomissements post-prandiaux depuis J10 de vie, quelques épisodes de diarrhée. On a retenu le médecin généraliste qui l'a fait pour la première fois. Il a suspecté un RGO, comme c'est un diagnostic qui est fréquent, une gastroentérite. Il a mis sous traitement, sous motilium, sous smecta ultra-levure. Mais la maman n'a fait que remarquer que l'état clinique de son bébé ne fait que s'aggraver. Il a consulté aux urgences. À l'admission aux urgences, il a perdu quand même pas mal de poids, 2,1 kg, donc ça va faire pratiquement plus de 20%. Puis déshydratation, dénutrition, parce que c'est un enfant qui vomit.
Encore là, l'interne qui l'avait de garde, il a suspecté une pyélonéphrite, stagnation pondérale, déshydratation, une sténose hypertrophique du pylore, donc automatiquement on va faire une échographie, une infection digestive, on fait un bilan infectieux, on suspecte une allergie aux protéines, il va toute une liste de vomissements à cette période. Donc, ça ne fait que retarder votre diagnostic. Vous attendez un ECG écartuteur, vous attendez l'accord du radiologue, et puis voilà, l'ionogramme, quand vous le recevez, une hyponatrémie sévère, une hypercalémie, une hypoglycémie, une insuffisance rénale fonctionnelle. Donc, on hydrate par voie intraveineuse, on essaie de compenser un petit peu les pertes sodiques ou l'hyponatrémie, et il s'avère que c'est des choses qui sont réfractaires, l'hyponatrémie et l'hypercalémie, elles sont réfractaires à votre réhydratation. Donc, vous avez un syndrome de perte de sel, une hypoglycémie, une anomalie de différenciation sexuelle, une hyperpigmentation. Il suffit juste de jeter un coup d'œil sur ces organes génitaux. Vous allez trouver une hyperpigmentation. Et ce Ryan, que vous allez voir, il ne présente pas ou il n'a pas de gonade en place. Donc, comme j'ai dit, chez la fille, le diagnostic il est facile. C'est le premier diagnostic à évoquer en cas d'anomalie de différenciation sexuelle, surtout si vous n'avez pas de gonades qui sont palpées. C'est l'urgence vitale, il faut réhydrater, il faut commencer le traitement. Et quand on parle de traitement, bien sûr, on va parler d'hydrocortisone qui est un médicament vital. Après, on a fait notre bilan et après, il s'avère que son 17 OHP est très élevé. Alors, les valeurs du 17 OHP, elles varient en fonction de l'âge. Et pour dire qu'on a une forme de perte de sel, généralement, c'est au-delà de 300 nanomoles. La testo est élevée, d'état 4 elle est élevée, l'arénie plasmatique elle est très élevée, vu que vous avez un taux d'aldostérone qui est très bas, et votre karyotype il est 46XX. Rappelons que c'est un enfant qui est assigné déjà à Ryan. Alors, c'est une hyperplasie congénitale par déficit en VAD hydroxylase. Le traitement il est fait en urgence, comme j'ai dit. Alors, les problématiques qui en découlent, quelle déclaration, qu'est-ce qu'il faut dire aux parents, le suivi psychologique avant, pendant et après, comment leur dire la chose. La prise en charge, c'est le redressement du sexe vers le sexe féminin, c'est plus approprié. Le traitement hormonal substitutif à discuter à vie. L'éducation thérapeutique concernant les situations de stress, où la maman doit augmenter son hydrocortisone chaque fois que l'enfant il a de la fièvre, ou il y a un stress, doubler la dose, tripler la dose, c'est des choses qu'il faut apprendre à la maman, donner un traitement par voie injectable, d'accord, et discuter plus ou moins la chirurgie réparatrice s'il est nécessaire. C'est un déficit, le déficit en VAD hydroxylase, c'est le plus fréquent. Il est grave, il touche la voie de synthèse des androgènes à ce niveau-là. Alors, les formes, elles dépendent du déficit enzymatique. Ici, c'est la forme de perte de sel. Vous avez une perte enzymatique très importante. Alors, ici, c'est la forme de perte de sel. Ici, c'est la simple virilisation. Et ça peut aller à l'infertilité et l'hirsutisme chez l'adolescent. L'insuffisance surrénalienne, elle peut avoir un tableau de détresse néonatale. Donc, il faut savoir évoquer le syndrome de perte de sel en cas de détresse néonatale grave. Là, pour les différents blocs, quand on parle d'hyperplasie, ce n'est pas toujours le 21. Attention aux autres pièges quand on parle de 11 bêta et de 3 bêta. Alors, chez la fille, ici, l'anomalie, elle est là, souvent là, développement sexuel. Et chez le garçon, elle est présente là, mais non là. Donc, pour aboutir à ce tableau-là que j'ai fait. Donc, il n'y a pas de DSD chez le garçon 46XY avec une forme, avec un bloc en VAD hydroxylase. Donc, il ne faut pas attendre à ce que le garçon ait une anomalie pour développer une hyperplasie congénitale de surrénal. C'est le premier piège. Deuxième piège, le bloc en 3 bêta. C'est un garçon qui peut être peu virilisé, un 46XY. Donc ici, le retard diagnostique peut amener au décès. Le troisième piège, c'est quand vous avez une fille 46XX qui ne présente pas d'anomalie, et c'est un 3 bêta là aussi, et ça ne va faire que retarder le diagnostic. L'hyperplasie congénitale lipoïde, c'est en haut, elle est en haut située. Donc même la synthèse du cortisol, aldostérone, même les androgènes, ils seront entravés. Un garçon non virilisé, là aussi, syndrome de perte de sel, retard de diagnostic et décès. Les filles, 46XX, pas d'anomalie de développement sexuel, retard de diagnostic. Donc, c'est des enfants-là qui échappent au diagnostic parce que tout simplement, ils n'ont pas d'anomalie externe qui fait parler d'elle-même. Alors, le traitement hydrocortisone, juste pour rappeler que c'est de fortes doses chez le nouveau-né, puis par la suite, on va commencer à agresser. Vous savez tous l'intérêt ou la balance hydrocortisone pour lutter contre l'insuffisance ou l'insuffisance surrénalienne, et bien sûr, le pronostic après sur la croissance. L'hydrocortisone. Alors, pour le suivi, on essaie de suivre ces enfants-là par le d'état 4 androsténidiol, pas le 17 OHP. Quand si vous avez un enfant qui est suivi pour hyperplasie, vous faites le 17 OHP, vous attendez à ce que votre 17 OHP soit normal. Donc ici, vous allez surtraiter vos patients.
Alors, ici, le traitement, il est fait. Vous décidez votre sexe. La prise en charge, elle est multidisciplinaire. Vous le voyez là aussi. Alors, il faut expliquer. Je laisserai mes collègues ici là pour en parler. Du côté psychologique, il ne faut jamais banaliser et il ne faut pas faussement rassurer. Parce que c'est des choses qui vont intervenir après à l'âge adulte et il faut s'adapter au niveau socioculturel et culturel des parents. Il faut leur parler le même langage. Il faut minimiser le risque organique pour l'enfant, minimiser le risque psychosocial. Il ne faut pas. Il faut préserver la sexualité et la fertilité, laisser les options ouvertes pour le futur et respecter surtout les souhaits des parents et leurs croyances. 46XX, hyperplasie, c'est une fille. Insensibilité complète aux androgènes, XY, c'est une fille. XY, sexe masculin, si c'est des anomalies de synthèse et si on a une bonne réponse à la testostérone. Sinon, la grande question, c'est pour les dysgénésies, quel sexe choisir, et pour les dysgénésies gonadales mixtes. C'est une urgence, comme vous avez vu, d'assigner. Il ne faut pas trop anticiper. C'est une urgence vitale parfois qu'il faut savoir déchiqueter. D'accord ? C'est l'hyperplasie congénitale des surrénales, c'est la forme de perte de sel. C'est une urgence qui est pratiquement toujours psychologique. La prise en charge est multidisciplinaire, surtout au long cours. Il faut continuer à suivre cet enfant pendant une grande période. Le traitement médical à vie, le traitement chirurgical, il faut les discuter. Généralement, pour les chirurgies de clitoroplastie, c'est la première année. À long terme, peu de données malheureusement sur l'évaluation concernant l'identité sexuelle, sur la vie sexuelle, sur la fertilité, sur la qualité de vie. Il y a pas mal de papiers qui sont en train de sortir sur le devenir de ces enfants-là, qu'on a traités, qu'on n'a pas traités, sur leur devenir sexuel, sur leur vie, etc. Donc, c'est des choses qui restent avec un grand point d'interrogation. Et je vous remercie. Cet exposé très très explicite. Les questions seront regroupées à la fin. Et donc si vous avez des questions, ça attendra un petit peu et on vous remercie.